Ça me fait plaisir de venir ouvrir cette journée sur un sujet qui m'est cher, c'est-à-dire que toute la question du rapport avec les médias pour la couverture des suicides. Peut-être qu'en préambule, j'aimerais savoir, ici dans la salle, combien de gens s'identifient professionnellement aux médias, particulièrement. Il n'y en a pas beaucoup. Bon, c'est pas grave, on voit. c'est un milieu que je connais un petit peu. Donc j'ai eu à couvrir, enfin je n'ai pas couvrir, j'ai choisi de faire la médiatisation du suicide de Gaëtan Giroir, parce qu'à l'époque, je travaillais en collaboration étroite avec le bureau du coroner. Donc j'ai fait mes entrées et dès que ce décès est arrivé, on a sauté sur l'occasion. J'ai monté une équipe auquel a participé aussi à l'époque Brian Michara. Et on a produit un article dans Social Science and Medicine pour documenter ce cas-là. Je ne sais pas s'il y a des jeunes, il y a des gens ici qui se rappellent pas de qui était Gaëtan Giroir. Non, tout le monde semble avoir été, parce que c'est quand même 18 ans en arrière. Il y a des gens qui n'étaient pas très vieux non plus à cette époque-là. Alors voilà, nous avons fait, donc j'ai fait une enquête à cette époque-là, c'est ce qui m'a sensibilisé à cette question-là. On a fait 2 ans plus tard une conférence de presse avec beaucoup durant cette journée. Ça avait été organisé par l'AQPS, dont j'étais président du conseil d'administration à l'époque. Et ça avait eu quand même pas mal d'échanges parce qu'il y a eu beaucoup d'entrevues et de reportages en direct à la télévision. Alors donc, ça a eu l'événement de l'AQPS a eu à l'époque beaucoup d'impact. J'ai été aussi amené à réfléchir sur la question à nouveau. On m'a demandé de travailler il y a 3-4 ans à une mission du Conseil de presse du Québec. Le Conseil de presse du Québec, c'est l'organisme qui supervise en particulier la question éthique de l'information au Québec. Ça ne portait pas directement sur les suicides, ça portait sur les homicides intrafamiliaux. Donc, voici le rapport publié officiellement en janvier 2015. C'est la couverture des homicides intrafamiliaux, mieux en comprendre les effets. Vous pouvez l'obtenir sur Internet directement. Donc, c'est quand même un document qui est riche en informations. Pourquoi avoir quelqu'un du suicide qui s'intéresse aux homicides intrafamiliaux? C'est qu'on s'était dit à l'époque que les homicides intrafamiliaux étaient étroitement reliés au suicide, puisque la plupart des gens qui commettaient des homicides intrafamiliaux soit se suicidaient ou faisaient des tentatives de suicide ou étaient en crise suicidaire en même temps qu'ils accomplissaient leur acte homicidaire. Voilà. Alors donc, ce sont les 2 expériences de base qui vont orienter un peu la présentation que je fais aujourd'hui. J'ai aussi, et ça a été lors de ce travail avec le Conseil de presse du Québec, j'ai eu l'occasion de m'immiscer de très près avec le milieu journalistique, parce qu'il y a beaucoup de gens, et des gens très, très importants dans le monde journalistique. Il y avait l'ancien chef de bureau des nouvelles à Radio-Canada, par exemple, en plus de M. Aliotte, qui avait une longue expérience, et beaucoup d'autres personnes de la presse écrite en particulier, qui ont participé à un moment ou à un autre aux travaux. Et à la fin, on a fait un forum qui était assez intéressant. M. Aliotte a rassemblé tous les acteurs qui sont sur le site d'un homicide en milieu familial. Et c'est intéressant parce qu'ils participent tous à plus ou moins grand degré. Ils sont des acteurs en tous les cas, peut-être pas dans la médiatisation, mais les informations qu'ils peuvent fournir peuvent influencer la médiatisation. Donc, sûr, il y a les journalistes eux-mêmes,
Mais c'est pas juste la présence des journalistes. Les journalistes nous ont parlé de leur expérience très traumatique d'aller sur la scène d'un homicide familial. Et c'est la même chose lorsqu'on va sur la scène d'un suicide. On arrive, il y a parfois un peu de sang, les ambulances sont là, les sirènes, les journalistes se bousculent pour avoir le scoop. En même temps, la famille, elle est dans tous ces états, comme vous pouvez comprendre. Ils essaient de comprendre, eux autres aussi, ce qui s'est passé. Ils sont sous le choc, la douleur. Et ils ont en même temps des micros sous la bouche. La police est là. Policier enquêteur va être sur place. Alors, encore là, ça fait de la pression sur les familles présentes qui sont elles aussi, on pourrait dire, victimes de la situation. Alors, il y a des travailleurs sociaux qui viennent pour prendre soin des enfants qui sont en état de grande angoisse et donc ils viennent pour voir s'il y a besoin de retirer les enfants de la famille. Donc, ça fait beaucoup d'acteurs qui sont présents sur place lorsqu'il arrive un homicide ou un suicide qui a une importance publique. Ça crée énormément de bouillonnement. L'autre fait aussi, c'est que les informations sont au compte-gouttes. On ne sait pas. Il y a des rumeurs. Comment est-ce qu'on va sur place? On a peut-être une demi-heure, parce que maintenant, avec Internet, les journaux publient de façon électronique, presque en temps réel. Alors, comment on va distinguer le fait d'une rumeur? Alors, ça fait beaucoup d'éléments, et on est aussi sous l'effet d'un choc, particulièrement dans le cas de Gaëtan Giroir, il s'agit d'un journaliste, donc quelqu'un qui fait partie de la congrégation des journalistes. Alors voilà, j'ai commencé par vous lire un document que j'avais fait, je pense c'était en 2001, et qui avait servi à amorcer une conférence de presse avec des journalistes, justement sur le cas de Gaëtan Giroir. J'en ai trouvé par hasard dans les archives, il n'était pas dans la bonne boîte, mais par erreur, j'ai ouvert la mauvaise boîte et en me tirant un tête pour savoir de quoi il s'agissait dans la boîte, je suis tombé en plein là-dessus. Alors vraiment, c'est la main de Dieu qui m'a guidé hier après-midi lorsque j'ai fait les derniers préparatifs de cette conférence-là. On n'a plus l'habitude de lire des textes comme ça, même ils sont un peu littéraires. Je me trouve un peu lyrique 18 ans après, mais voilà, je vais quand même me présenter tel que j'étais à l'époque. Alors voilà, le 14 janvier 1999, le journaliste d'enquête Gaëtan Giroir s'enlevait la vie dans sa demeure de Sainte-Foy. Il travaillait à l'époque à Québec et sa famille était à Granby, mais lui, parce qu'il travaillait à Québec, avait besoin d'avoir un pied à terre là-bas. Depuis longtemps au Québec, aucun décès n'avait reçu une telle couverture médiatique. Donc la nouvelle a fait les manchettes de la première page durant plusieurs jours, même plusieurs semaines, à la faveur d'une absence d'autres événements importants. Donc ça, il y a aussi des faits toujours circonstanciels. Si quelque chose arrive en plein milieu de l'été, par exemple le 31 juillet, ça va avoir beaucoup de couverture médiatique parce qu'il n'y a pas de nouvelles. Les parlements sont en vacances. C'est la même chose autour de Noël. Donc, si vous voulez avoir de la place sur les journaux, si vous voulez que votre suicide prenne de la place, vous le faites dans cette période-là. Voilà. Le personnel de TVA est évidemment touché de très près par cette disparition et au cours des jours qui ont suivi, la chaîne de télévision s'empressa de diffuser des rétrospectives de la production de leurs reporters vedettants. Donc, c'est un cas très spécial parce que les journalistes sont à la fois des professionnels, mais ils sont aussi eux autres aussi endeuillés profondément par un des leurs. Donc, on va assister à un sociodrame qui se joue devant les caméras de télévision, où les gens expriment devant les caméras leur peine, leur angoisse et tous leurs sentiments, alors que ça devrait être fait de façon un petit peu plus privée.
Donc, on a les bulletins de nouvelles qui reprennent inlassablement la manchette, puis les hebdomadaires illustrés. Je ne sais pas si ça existe encore, je ne me rappelle plus des titres, mais ils ont publié des numéros spéciaux avec beaucoup d'images, c'est comme des dessins animés, sur le décès de Gaétan Giroir. Donc, après quelques jours, le coroner en chef, Maître Morin, c'est quand même le coroner en chef du Québec, s'est fait un devoir de faire appel aux médias pour se calmer. Parce que lui, il voyait dans ses dossiers, les dossiers arrivaient, il lisait les résumés et il voyait que les gens qui s'étaient suicidés avaient été fortement influencés par la médiatisation de la nouvelle de Gaétan Giroir. Mais ces efforts de prévention ne servirent, on dirait que ça n'a servi qu'à raviver la passion autour de l'événement. Donc, ça n'a pas eu vraiment d'effet. Les gens ne pouvaient pas voir au-delà, je pense, de leur propre deuil et de leur propre angoisse. Évaluation des conséquences. Avec le recul du temps, on est en mesure d'évaluer un petit peu plus l'état des dommages. Bon, c'est arrivé un 14 janvier. Pour des statisticiens, c'est extraordinaire parce que c'est comme un creux au niveau des taux de suicide. Cette période-là, c'est vraiment très, très bas. Donc, c'est plus facile d'avoir un effet, surtout si c'est un effet qui fait augmenter parce qu'on part d'un plancher qui est très bas. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Donc, je n'étais pas, moi, tellement ferré en statistique, mais j'ai essayé de voir comment on pouvait illustrer l'importance de cela. Alors, on a regardé les 36 mois qui précédaient le 14 janvier. On est remonté jusqu'à janvier 1997 ou 96, je ne me rappelle plus. Et on a regardé les 4 semaines qui ont suivi la mi-janvier 1999. Et donc, c'est ce mois-là qui a suivi la médiatisation du suicide de Gaétan Giroir, où il y a eu le plus de suicides au Québec sur une période de 36 mois. Donc, on peut attribuer de façon assez, je dirais, conservatrice que le suicide de Gaétan Giroir a peut-être provoqué 50 suicides qui n'auraient pas eu lieu, du moins à ce moment-là, au cours des semaines qui ont suivi. Maintenant, on peut penser même, encore de façon plutôt conservatrice, à une centaine, parce que l'élévation des taux de suicide cette année-là au Québec a été de 200. Je pense que, je ne me rappelle plus si on partait de 1100 et on est monté jusqu'à 1300, mais c'est quelque chose de 1300 à 1500, mais c'est de cet ordre-là. Donc, c'est vraiment un pic qui a été atteint et qu'on n'a pas rejoint depuis ce temps-là. Selon le coroner en chef, lui était sous l'impression qu'il y a eu des effets jusqu'au 9e mois suivant le décès de Gaétan Giroir, et tout à coup, ça s'est arrêté. Pourquoi ça s'est arrêté? Lui, il attribuait ça au fait que sa femme avait fait un témoignage en public disant que son mari avait été traité pour problème de dépression, donc il y avait des problèmes personnels sérieux, et que ça permettait de mettre en perspective son décès, son suicide. Alors, c'est comme si les gens finalement comprenaient que c'était pas simplement un héros, mais c'était quelqu'un qui a aussi ses problèmes personnels et qui peut un jour se décourager parce qu'il y a un moment de désespoir. Voilà. Alors donc, l'autre chose aussi qui est fort intéressant, je ne sais pas pourquoi, quand on est là devant des documents, devant des montagnes de chiffres, on s'amuse des fois à faire des choses. On ne sait pas pourquoi, puis on le sait après. J'étais amusé à regarder s'il y avait eu des municipalités qui avaient été particulièrement touchées par le suicide de Gaétan Giroir. Bon, c'est un peu ennuyant. On regarde à Montréal, on regarde à Granby, on regarde à Sherbrooke, etc., pour voir si c'est soit dans la région de Granby, soit dans la région de Québec. Or,
on a pesé sur le piton pour Sainte-Foy et c'est à Sainte-Foy qu'il y a eu le plus de suicides. Il y a eu 6 suicides donc, qui ont suivi dans le mois qui a suivi. Et statistiquement, il y a un effet. On avait Bogdan Balan qui a fait une présentation, je pense, hier, qui est aussi un statisticien préféré. Et il m'avait aidé comme ça à monter ce dossier-là. Donc, c'est très rare qu'on peut, comme ça, documenter un effet de contagion dans une petite région. C'est assez curieux aussi, pourquoi c'est arrivé à Sainte-Foy plutôt qu'ailleurs, à Québec, c'est qu'on avait mis, évidemment, dans les grands titres, le nom de la ville de Sainte-Foy. Mais Sainte-Foy, par contre, je connaissais un petit peu le quartier parce que j'avais fréquenté dans l'année qui précédait. C'est un quartier extrêmement hétérogène au niveau social. On trouve bien sûr les grandes familles bourgeoises, les professeurs d'université qui vivent dans le déclin, le dégradé qui va vers la falaise et vers le fleuve. Mais Sainte-Foy, c'est aussi beaucoup des condos de familles à revenus très moyens, probablement aussi qu'il y a des poches de pauvreté. C'est les gens qui vivent le long du pont de Québec ou le long du pont, le pont Pierre-Laporte, et même de l'autre côté, dans une zone qui est un petit peu industrielle. Donc c'est assez hétéroclité. Et les suicides ne sont pas produits dans le milieu bourgeois qui entourait la maison qu'avait loué Gaétan Giroir, qui était un très bel endroit sur le bord du fleuve, mais c'était dans les régions vers l'arrière, donc des gens qui, au niveau socio-économique, ne pouvaient pas véritablement s'identifier avec Gaétan Giroir comme tel. Donc, on pense que c'est plus l'identification avec le titre de Sainte-Foy qui a pu faire en sorte que ces gens vulnérables aient été touchés par ce décès. Voilà. Alors, c'est certain qu'on s'est aperçu, en fait, qu'il y avait des guides d'éthique à l'époque. Il y en avait un en particulier qui avait été fait par Suicide Action Montréal, qui était avec la collaboration d'un journaliste, Claude Masson, qui était éditorialiste à la presse, mais il n'y avait pas eu, peut-être que, en rétrospective, ce qu'on peut dire, c'est que et j'y reviendrai plus tard dans ma présentation, c'est que quand on fait des guides, même si on a la collaboration d'un ou deux personnes du milieu des médias, il faut que ce guide-là soit approprié par la presse elle-même. C'est-à-dire qu'il faut aller le présenter, il ne faut pas juste l'envoyer par la poste en disant, voilà, vous avez quelque chose de bien. Il va être tabletté. Hein? C'est un peu comme si on vous envoyait un document demain matin, quoi faire en cas d'une attaque nucléaire. Vous allez dire, c'est bien intéressant, mais je vais le mettre sur ma tablette, puis un jour, si jamais il y a du danger, je vais aller le chercher. Mais si l'attaque nucléaire arrive, vous n'allez pas vous rappeler où vous l'avez mis. Donc, c'est peut-être un peu ça qui s'est passé lors de ce décès qui a été extrêmement médiatisé. Donc, il y a toute cette question ici sur laquelle je vais revenir, et c'est une grande question, c'est la question de la liberté de presse. De quelle façon doit-on traiter la liberté de presse? Et je pense que notre collègue de Radio-Canada va en parler beaucoup cet après-midi. C'est une question aussi qui doit être discuté en même temps que le principe de précaution. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à l'impact que peut avoir la nouvelle sur les gens qui l'écoutent et surtout sur la portion la plus vulnérable de la population. Donc, c'est quelque chose auquel les gens des médias commencent maintenant à être fort sensibilisés.
ils commencent aussi à se sensibiliser à l'impact que la nouvelle peut avoir sur eux-mêmes. Hein. Ils font un petit peu d'introspection et comment ça peut impacter sur le rapportage de la nouvelle elle-même. Voilà. Alors voilà, ça, je ne veux pas trop m'attarder sur Gaëtan Giroir, mais c'est quand même un fait d'époque. Et selon une revue de la littérature, ça aurait été, considérant évidemment que le Québec a une petite population au niveau mondial, ça a été un des cas, peut-être le cas qui aurait produit proportionnellement le plus de suicides dans le monde. Celui de Marilyn Monroe en a certainement produit plus au total, mais comme on prenait en référence la population des États-Unis, c'est sûr que ça amoindrit l'impact au niveau statistique. Alors, comme le Québec est une petite société serrée, ça a eu relativement un impact fort important. Voilà. Ce qui est intéressant, encore là, c'est la main de Dieu qui m'a guidé. Quelques années après, quelques années après, 4 ou 5, en 2004, je donnais un cours sur le suicide à Montevideo, en Uruguay. Montevideo, c'est à peut-être une couple de centaines de kilomètres de Buenos Aires, et le soir, très fatigué, j'ouvre mon téléviseur. C'était les nouvelles qui provenaient d'Argentine. Et qu'est-ce que je vois? Le sosie de Gaëtan Giroir, c'est-à-dire un journaliste argentin du nom de Juan Castro, qui enfin je l'ai su par la suite, qui s'était suicidé, mais sur le coup on ne le savait pas. C'est un journaliste d'investigation, donc la même chose que Gaëtan Giroir. Il était adulé par le grand public parce que il mettait en évidence comment la population se faisait humilier, fourrer par toutes sortes de trucs. Et puis en Argentine, en général, ça ne manquait pas à l'époque. Donc c'est quelqu'un qui faisait aussi un métier un petit peu dangereux. Et j'ouvre la télévision, qu'est-ce que je vois? Je vois une voiture qui suit une ambulance. Pourquoi à la télévision? Et ça a duré 2-3 minutes comme ça, jusqu'à temps qu'on arrive à l'hôpital. J'ai réussi à comprendre que c'était un journaliste qui s'est acheté en bas d'un balcon. Bon. Les circonstances étaient assez confuses. Il y a quelqu'un qui est venu cogner à sa porte. C'était le concierge qui voulait avoir une information. Le journaliste a pris panique. Il est couru en sens opposé. Il est allé sur sa terrasse et il s'est jeté en bas de son balcon, qui n'était pas extrêmement haut, mais assez pour se casser la gueule de belle façon. Ça avait 4,40 m exactement, selon les journalistes. Voilà. Alors, je suis aussi allé à la Bibliothèque nationale pour aller fureter dans les journaux de la semaine récente. Alors, c'est intéressant parce qu'au lieu quand même de montrer la photo du balcon, ils ont fait une reproduction graphique pour montrer les circonstances. Donc, le décès a eu lieu 24 heures après, donc ça a donné un certain tampon qui a fait que les gens ne savaient pas trop si c'était un suicide ou non. Ça a été avéré 24 heures plus tard. Et encore là, on n'était pas certain s'il avait fait ça parce que c'était quelqu'un de la mafia qui cognait à sa porte, qui le poursuivait, ou on ne sait trop, et parce qu'il était au travail 1 heure avant l'événement. Donc ça a eu énormément de couverture pendant toute la semaine à Buenos Aires, surtout dans El Clarín, qui est un peu l'équivalent de notre journal de Montréal. Ça a été rapporté. J'ai eu la chance aussi, j'avais une amie psychiatre qui m'a mis en contact avec le coroner en chef. Et donc, une semaine après, j'ai dîné avec le coroner en chef de Buenos Aires et qui a expliqué que ça n'avait pas eu, d'après lui, d'après les rapports qui rentraient, d'influence directe sur
la population. C'est sûr que les gens ont été fortement bouleversés, mais donc on voit que dans cette couverture médiatique, quand même, qui a été très, très, très complète, avec l'identification, il n'y a pas eu le même effet qu'on a eu pour Gaëtan Giroir au Québec. C'est peut-être pas parce que les Argentins sont faits d'une autre étoffe que les Québécois, j'y croirais pas. Je pense qu'un des effets, c'est qu'on a pu, alors comme on voit ici, les parallèles, c'est que ces deux journalistes, ils ont à peu près le même âge, ils sont beaux garçons, ils mènent une vie confortable. Mais ce qui a pu protéger dans le cas du journaliste argentin, c'est qu'on connaissait déjà les problèmes de sa vie personnelle. Donc, ça a permis de prendre une certaine distance. Il avait souffert d'une addiction à la cocaïne. Et voilà, donc il y avait aussi des problèmes interpersonnels, amoureux et tout ça. Le verdict de suicide a pris 24 heures, donc, et là encore, on n'était pas certain. Donc ça aussi, ça fait un certain tampon. La couverture télé est très rapprochée avec il y avait quand même une certaine distance. On n'a pas eu les scènes de l'endroit où était arrivée cette chute. Et il n'y a pas eu de hausse des suicides. Alors voilà, donc c'est intéressant. Si j'avais eu à faire une étude expérimentale, j'aurais demandé à ce journaliste-là de se suicider, parce qu'il était vraiment, il tombait en plein dans la même catégorie. Mais comme on sait, on doit faire des études non intrusives en psychologie, et dans ces cas comme ceux-là, pour des raisons éthiques, et puis on doit se contenter de ce qu'on peut trouver au hasard de sa vie. Voilà. Alors donc, on va laisser ces deux éléments-là. J'ai parlé de ce rapport, on va y revenir. Je vais raconter d'autres histoires qui montrent que celui-là, il est particulièrement intéressant parce que, disons que les médias se sont bien conduits. Mais il s'agit d'un défi de taille. Robert Henke, c'était le gardien de but de l'équipe nationale de football de l'Allemagne. Hein, c'est comme un dieu. Et il était actif. Sa carrière est encore active au moment de son décès. Il s'est suicidé avec une modalité qui est assez rare chez nous. Les trains ne vont pas assez vite, mais en Allemagne, ils fonctionnent très vite les trains, donc c'est une bonne façon de se suicider. Il y a une proportion beaucoup plus élevée de gens qui se suicident sous les trains. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas passer ça sous silence. C'est un décès à portée nationale. Vous imaginez Carrie Price qui se suicide dans le métro Berry. On ne peut pas ne pas en faire une nouvelle, et dès que ça se sait. Si on n'en parle pas, ça va être les réseaux sociaux qui vont en parler, ça va être encore pire. Donc, il faut faire quelque chose. Les gens sont endeuillés, donc il faut le faire dans un endroit quand même assez grand, sinon les gens vont se piétiner. Si on fait ça au Théâtre Saint-Denis, on ne va pas rentrer 40 000 spectateurs dans le Théâtre Saint-Denis, il faut prendre le stade olympique, hein, et tout ça. Bon, et ça donne bien sûr de l'ampleur au cas. Les politiciens sont sur place parce qu'ils veulent être photographiés en état de deuil national et tout ça, donc c'est un événement national. Donc la presse était extrêmement respectueuse, mais elle décrit en détail les problèmes psychologiques, dépression chronique dont était affecté ce héros de football. Donc les gens voient que c'est pas un héros, c'est quelqu'un qui avait ses faiblesses, et ça c'est bien documenté. Malgré tout cela, dans le mois suivant, le nombre de suicides sur les voies ferrées passe de 45 à 120, donc c'est quand même assez significatif comme augmentation. C'est un bond de 2,5. Alors, je donne cet exemple-là, parmi tant d'autres, parce qu'elle montre une situation où c'est difficile de prévenir quoi que ce soit. Enfin, il faudrait un séminaire d'une bonne journée pour savoir comment anticiper d'avance la façon d'agir face à des situations comme celle-là. Pardon.
Ah oui, un autre cas intéressant, dont là, même les plus jeunes vont se rappeler, c'est la couverture du suicide de Marjorie Raymond, et avec toute cette question de l'intimidation ou du bullying, comme vous voudrez, qui a fait les manchettes durant l'année 2011. Voilà. Donc, j'avais lu beaucoup de choses parce que ça faisait comme ça a ouvert un débat à la grandeur du Québec auquel le gouvernement libéral de l'époque de Jean Charest s'était intéressé de très près. L'intimidation dans les écoles. Il y avait des articles presque quotidiens sur la question. Je rappelle les faits. C'est un suicide, quand on regarde 6 mois plus tard, ou on fait plusieurs mois plus tard, le rapport du coroner, qui, au départ, est sans intérêt pour la presse ou la télévision. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la mère, évidemment sous l'effet du choc, téléphone à TVA le lendemain et elle est mise en contact direct avec Claude Poirier, qui fait une entrevue sur LCN, le réseau de nouvelles, et on sait que, parce qu'il y a eu tout un rapport qui a été fait au bureau du coroner avec la santé publique de la Gaspésie, de la Madeleine, on sait qu'à la 32e seconde du reportage, M. Poirier conclut que la source de tous les problèmes de Marjorie, c'était l'intimidation à l'école. Alors là, le feu est pris. À 5 heures le soir, tous les médias font la une du suicide de Marjorie Raymond. Et voilà, c'est l'intimidation à l'école qui est la cause du suicide. Et on va marteler ça pendant encore quelques semaines, au point tel où M. Charest entre en contact avec la mère de Marjorie Raymond, où on ne sait pas si c'est le contraire, mais on va discuter sérieusement d'un projet de loi pour mettre fin à l'intimidation dans les écoles. Et au bout de 6 mois, c'est presque un record dans les annales du Québec, on fait voter un projet de loi à l'unanimité pour demander aux écoles d'intervenir sur l'intimidation. Je ne sais pas si ça va avoir beaucoup d'effets, mais une critique qu'on avait faite, ça avait fait tellement vite qu'on n'avait pas donné en même temps les moyens aux écoles de faire face à l'intimidation. On leur avait donné seulement des obligations. Ce qui est intéressant, ce suicide a été jugé par la presse comme l'événement marquant de l'année 2011. C'est pas rien qu'un suicide puisse accaparer ainsi le maximum d'attention dans la presse. Heureusement, c'est plus l'aspect intimidation qui a attiré la couverture que l'aspect suicide. Malgré tout, les deux sont fortement associés à cette couverture de presse. Le mot suicide ayant été mentionné 214 fois, mais 314 fois par la mention de l'intimidation. Alors, on sait toutes ces choses-là parce qu'il y a un rapport bien détaillé qui a été demandé sur la couverture médiatique. Donc, on peut se procurer aussi probablement au centre de documentation du CRIJ ou par Internet. C'est vraiment quelque chose qu'on peut avoir. La maire et le premier ministre se concertent, donc ça j'en ai parlé, on va passer. Mais si on fait un post-mortem du cas de Marjorie Raymond, ça a causé beaucoup de problèmes, évidemment, à la ville de Sainte-Anne-des-Monts, qui est mis en perspective, qui est mis en relief dans les médias. C'est là où on intimide les enfants, qu'on fait du bullying, et les enfants finissent par se suicider. On peut aussi noter que l'école est fortement affectée, mais l'école a pris, et je pense à bon escient, a fait le choix de ne pas répondre aux médias. Malgré tout cela, les équipes de télévision et de radio viennent faire des entrevues dans la cour d'école avec des gens
des gens de la communauté pour obtenir plus d'informations. Donc c'est quelque chose qui a servi à stigmatiser Sainte-Anne-des-Monts, puis peut-être une partie de la Gaspésie. Et ça, la grande leçon, c'est que quelques semaines plus tard, je ne sais pas exactement à quel moment, la mère de Marjorie publie la lettre d'adieu de sa fille. Je pense que c'était une assez longue lettre, mais je ne l'ai pas lue. Et on regarde partout, il n'y a aucune mention du mot intimidation. Aucune mention du mot intimidation dans ça. Donc, on reste un peu pantois en disant où est-ce qu'est passé l'intimidation dans tout cela. Notre cher ami Jean-François Dorval, qui fréquentait, qui est coroner de la région de Rimouski et qui a été associé de très très près à l'action de prévention du suicide à l'Association québécoise et aussi qui est venu nous visiter à quelques reprises aux crises. Tu te rappelles de lui, Jean-François Dorval, non? C'était un très très chic type et c'est un très grand sportif qui est décédé malheureusement il y a 3 ans, 2-3 ans dans un accident de vélo. Lui aussi. Mais enfin, si on voulait avoir un coroner compétent, c'était Jean-François Dorval. Il savait vraiment comment faire des enquêtes. Il ne fait aucun lien avec l'intimidation. Donc, je donne ce cas-là parce qu'il est important, il est fait au Québec, mais pour montrer comment la couverture du suicide peut être transportée sur un plan qui n'a rien à voir, ou enfin très très peu à voir avec le suicide. Il y avait eu des conflits avec, dans l'école. Apparemment, une des histoires, mais c'est aussi beaucoup plus compliqué, c'est que, en particulier, Marjorie avait volé le chum de sa meilleure amie. Évidemment, le chum de sa meilleure amie n'est pas resté impassible devant cela, et puis elle lui a donné une bonne taloche ou peut-être un bon coup de poing, et voilà, ça fait partie aussi de l'histoire. Mais il ne s'agit pas d'une intimidation comme on en voit des cas classiques où c'est toute la classe qui se rassemble contre, ou c'est quelqu'un avec un problème de personnalité qui vise une victime dans l'école. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est difficile à savoir comment agir comme représentant de la prévention du suicide, de la santé publique, pour voir comment quel apport on peut avoir dans la couverture de ces nouvelles-là. C'est des cas sur lesquels on pourrait faire des séminaires longtemps. Voilà. Donc, si on veut voir là, je reviens un petit peu, je commence à entrer dans mes réflexions, dans les conclusions. On a besoin, quand on parle, et ça c'est ce que j'ai appris en travaillant avec le Conseil de presse du Québec, on doit respecter beaucoup les journalistes qui ont je pense qu'ils ont un bon comportement éthique. Ils peuvent être, bien sûr, ils sont jeunes, ils sont intelligents, ils sont énergiques. En même temps, ils sont conscients de la protection du public. Mais ils ont aussi, eux autres, à faire affaire avec leurs supérieurs, qui, eux autres, ont pour but de vendre des journaux ou de faire mousser les codes d'écoute de leur programme de nouvelles. Et donc, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de facteurs qui entrent en action lorsque on arrive à la couverture d'un suicide. Une des choses que j'ai trouvées, et là c'est des réflexions que je fais un peu, pas à bâton rompu, mais que je mets les unes à la suite des autres, c'est que les preuves basées sur les données probantes, à partir d'exemples, sont plus convaincants que des consignes. Ça c'est certain, que quand on a pu faire la preuve que le suicide de Gaëtan Giroir avait eu un effet important au niveau statistique,
ça fait réfléchir beaucoup les journalistes. Et ce qui est important, c'est que ça a créé, ça et beaucoup d'autres choses, ça crée une culture où on était prêt à discuter de la chose, à voir les enjeux. Et c'est ça qui est important, c'est pas juste de donner des solutions, c'est d'instaurer une culture de la réflexion au niveau du monde journalistique. Et c'est ce à quoi travaille actuellement le Conseil de presse du Québec. Non seulement en ce qui concerne les suicides, parce que pour eux, c'est un événement parmi d'autres. Il y a aussi les homicides conjugaux. Il y a plein d'autres actes d'agression qui ont des dimensions parfois similaires, parfois différentes de celui du suicide. Donc, toute la question de l'agression, et il y a une réflexion qui a été ouverte au Conseil de presse du Québec sous la gouverne de M. Amillat, qui en est le directeur. C'est ça. On se demande, est-ce que ça serait utile ou non? Est-ce qu'il faudrait avoir une cellule de crise faite d'avance? Par exemple, ça pourrait être quelqu'un de la QPS avec un représentant du Conseil de presse du Québec, avec une couple d'autres personnes qui puissent réfléchir dès le départ sur un événement. C'est sûr qu'il faut être préparé d'avance parce que les choses arrivent tellement vite qu'au bout de 48 heures, le tort est fait. S'il y a du tort à observer, ça va être fait. Donc, il faut agir extrêmement vite pour pouvoir avoir un effet sur la nouvelle. Le problème, c'est que chaque événement est différent. Gaëtan Giroir, puis le gardien de but allemand Robert Enke, c'est pas la même chose du tout. On ne va pas nécessairement couvrir ou donner des conseils qui vont être similaires dans les deux cas. Ça dépend comment aussi la presse a réagi au départ, dans les quelques heures qui suivent à l'événement. Une autre chose aussi qu'on a vu en discutant avec des journalistes, il y avait un journaliste de la presse parmi nous qui était assez connu, dont j'oublie le nom, mais que vous connaissez tous. Il disait, bon voilà, on arrive, on est angoissé, il y a des informations. Alors, une des choses qu'on disait dans le cas des homicides familiaux, une des choses qui est dit, les voisins arrivent, puis eux autres sont un peu angoissés, ils peuvent parler aux journalistes, puis la première chose qu'ils trouvent à dire, c'était un bon gars, il m'aidait à pelleter mon entrée de garage, je comprends pas pourquoi ça arrive. Habituellement, c'est la grande nouvelle qu'on a. Puis le journaliste, ben, c'est tout ce qu'il y a à se mettre sous la là, il va parler aux policiers enquêteurs, les enquêteurs fait, on va... pour l'instant, on n'en sait pas plus que vous. Et puis voilà, et puis c'est probablement vrai. Alors donc, le journaliste n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et c'est pour ça qu'il faut préparer les journalistes avant. Il faut demander aux psy, aux gens qui font de la prévention du suicide, qu'est-ce que vous ferez à sa place. Veut dire, ben, on peut mettre un truc à la fin, si vous êtes trop anxieux, vous téléphonez, vous téléphonez pour avoir de l'aide, et puis on vous donne les numéros de téléphone. Oui, mais ça n'aide pas le journaliste. Le journaliste et les journalistes, plusieurs l'ont fait, mais ça ne va pas aider à remplir son travail et à dire qu'est-ce qu'il faut dire dans un cas comme celui-là. Alors, ça, c'est quelque chose qui aurait à monter. D'abord, si les journalistes qui font ce genre d'enquête connaissaient plus les déterminants du suicide, et surtout avec des exemples concrets, comment ça se passe, comment c'est compliqué, ils finiraient par au moins comprendre cette question du suicide et avoir qu'on ne peut pas, en 3 lignes, résumer un cas à couvrir par leur enquête. Alors, quelles questions à poser à qui? Est-ce que le voisin est un témoin crédible?
Par contre, est-ce qu'on va aller interviewer sur le à chaud l'époux ou l'épouse et puis, d'un fois, il y a des gens qui veulent régler des problèmes familiaux à travers les journalistes, donc il faut se prévenir contre ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux dans la couverture, soit d'un suicide ou d'un homicide, intrafamilial avec des tentatives de suicide. Donc, c'est extrêmement difficile. Je pense qu'il faut annoncer que c'est une histoire à suivre. Qu'il y a beaucoup d'éléments importants qui vont être relevés par la suite, et donc d'être à l'écoute, mais qu'on ne peut pas donner tous les détails la journée même. Et surtout, ne pas faire l'association avec un seul facteur, parce que ça peut être... dans le cas de l'intimidation, c'est pas si mal. On a fait une loi contre l'intimidation, on ne peut pas être contre la vertu, mais ça peut aussi faire peur aux parents dont un des enfants est intimidé. Ils vont le voir tout de suite en train de se jeter en bas du pont de leur quartier, ou enfin peut-être un autre pont depuis qu'on pose une voiture. Mais on peut aussi causer des angoisses si on martèle ça. L'autre chose, je pense que pour moi ça me semble important, c'est d'informer la population, les auditoires, à la question du suicide en dehors des moments de crise. C'est-à-dire, c'est quoi le suicide, comment c'est complexe, donner des exemples de gens d'études de cas, par exemple. C'est fait, ça a été fait par des journaux à l'occasion. J'ai surtout vu dans des journaux anglophones comme celui d'Ottawa Globe and Mail, où il y avait des articles de 3-4 pages. C'est vraiment quasiment des chapitres de livres. Et quand on a lu ça, on s'aperçoit que la chose est vraiment complexe, que le suicide, ça se prépare de longue date. Alors, quand les gens voient toute la complexité, ben, quand il arrive un suicide, ils se disent, bon, on ne sait que ça, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça en général. Donc, ça pourrait être une façon de faire. L'autre, c'est de couvrir la question du suicide peut-être en donnant aussi des faits positifs, comme par exemple, qui sait au Québec que le Québec a connu une baisse du taux de suicide importante chez les 15-19 ans. Je ne me rappelle plus, mais je pense que c'est-tu par 2 fois ou 2 fois et demi? C'est assez important. Il y a une chute là, dramatique. Bon, c'est une des observations uniques dans le monde. C'est pas, il y a une époque, on se disait on était champions du monde du suicide chez les adolescents, qui n'était pas tout à fait vrai, mais on était assez haut. Est-ce que ça peut faire la nouvelle de dire qu'on a, après de multiples efforts, après avoir plafonné pendant 15 ans, finalement les efforts de tous et de chacun semblent avoir porté fruit. Et puis, le taux de suicide, c'est un taux sur lequel il est extrêmement difficile d'agir. On a quand même réussi, à travers des efforts collectifs, à faire descendre les taux de suicide chez les jeunes au Québec. On ne sait pas quelle est la cause principale, il y en aura plusieurs. Il y a peut-être aussi des changements sociodémographiques qui entrent en ligne de compte. On ne sait pas, difficile de démêler tout ça, mais voilà des choses qui peuvent quand même associer des choses positives au terme suicide, pas juste voir des statistiques qui ne cessent que d'augmenter d'année en année, comme ça avait été le cas jusqu'à l'an 2000 environ. Voilà. Les consignes aux médias, comme je l'ai dit plus tôt, c'est pas juste de déposer un gros rapport sur la direction d'un journal, puis lisez ça, puis appliquez-le. Il faut, et ça l'expérience montre que dans par exemple, là où les campagnes de stratégie nationale de prévention du suicide ont eu un effet, c'est quand les gens sont allés dans les bureaux des journalistes et leur ont expliqué ce qu'ils voulaient faire. C'était le cas en Australie.
Donc, il y a eu, et ça c'est fatigant, il faut faire le tour des salles de rédaction, trouver un moment qui convient à tout le monde, puis les gens sont dans le feu de l'action, c'est pas facile de rassembler des gens autour de la table. Et on leur explique, voilà ce qu'on veut faire, voilà les enjeux. Et là, il y a une culture qui se crée, les gens discutent entre eux, ils vont en parler à ceux qui n'étaient pas là. Et ça peut avoir un effet très grand. Alors que si on fait juste déposer un rapport, par exemple aux États-Unis, on avait aussi un bon programme, bonne stratégie de prévention du suicide, mais il n'y a pas eu ce mouvement d'aller vers les médias, de discuter avec eux et je ne sais pas si c'est la raison, mais la stratégie a eu moins d'effet que dans le cas de l'Australie. Donc, il faut aussi, les documents doivent relever d'une, je m'excuse pour la faute d'orthographe ici, d'une réflexion multidisciplinaire intervenant journaliste. Donc, il ne s'agit pas juste de faire une consigne et puis de l'envoyer aux journalistes, mais il faut voir comment ils réagissent eux à la consigne. Ils vont nous poser des questions, ils vont nous critiquer, et puis ils vont dire qu'est-ce que vous feriez à ma place et tout ça. Donc, c'est ce travail d'interaction qui va aider à améliorer et qui va surtout créer, même si on n'arrive pas aux mêmes réponses, même si on n'a pas les mêmes positions à la fin, on va quand même s'être rapprochés les uns des autres. L'important, c'est que les gens continuent à réfléchir et quand ils sont appelés dans le flux de l'action, ils aient des questions dans la tête et qu'ils soient sensibilisés aux enjeux. Et ça va, on espère que ça va améliorer beaucoup la question du reportage sur ces événements-là. Aussi, la mémoire en milieu médiatique est très courte. Hein. C'est une autre chose qu'il faut... au CRIS, quand on fait un projet de recherche, ça dure 5 ans. Une thèse de doctorat, c'est quoi, 10 ans? C'est ça. Un éditorial d'un journal, c'est 24 heures. C'est pas beaucoup. Et puis les gens qui font les entrevues, par exemple sur le Midi à Radio-Canada, c'est Michel Auger, il y a 3 ou 4 dossiers. Puis c'est des dossiers compliqués. Et ça change de dossier. Lundi, il y en a 4. Mardi, il y en a 4. Et donc, il faut qu'il se lève assez tôt le matin pour se sensibiliser à ces dossiers-là. En voir les enjeux, puis poser des questions intelligentes avec son équipe. Donc, c'est un enjeu extrêmement difficile. Alors, vous comprenez que le suicide, il arrive de temps en temps, mais c'est un fait parmi mille autres pour quelqu'un qui travaille sur la ligne de front en milieu journalistique. Des critiques faites aussi, ça c'est intéressant, il y a une thèse d'un jeune sociologue qui était une thèse de maîtrise faite à Sherbrooke, un mémoire peint chenois, là, ici, au centre de documentation. C'est intéressant parce que, bon, je n'ai pas la référence, peu importe, de voir comment des sociologues voient des psychologues agir en prévention du suicide, surtout en ce qui concerne les conseils aux médias. Ils disent, voilà, il dit trop insister parfois exclusivement sur la maladie mentale, en particulier la dépression. Ça peut avoir, c'est moi qui ai complété, ça peut avoir l'effet d'augmenter la vulnérabilité des gens avec une maladie mentale. Et ça aussi, on pense qu'on avait la bonne recette en disant, voilà, la maladie mentale, c'est important. Le parce qu'on disait, ben c'est bon d'aller se faire soigner, vous n'allez pas penser à vous suicider encore. Mais il faut faire attention, parce que le message peut porter à dire, si vous avez une dépression, vous êtes en forte vulnérabilité, ce qui n'est pas nécessairement vrai. Donc, on peut, si on martèle trop exclusivement la maladie mentale, sans parler des autres circonstances atténuantes, ça peut stigmatiser des gens aussi qui ont une dépression puis une maladie mentale. Et puis, je rappelle que les statistiques, on sait que la dépression est extrêmement courante, fréquente dans les autopsies psychologiques des gens qui se suicident, sauf qu'il y a une étude qui a trouvé que si vous n'avez que la dépression comme problème de risque,
vous êtes protégé contre le suicide. Vous avez moins de chances de vous suicider que votre voisin. Probablement que le facteur en cours, c'est que si vous avez juste un facteur de risque du suicide, il y a très très peu de chances que vous vous suicidiez. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il faut vous devenir déprimé pour vous prévenir contre le suicide. Ça peut être, on sait que c'est quand c'est en interaction avec d'autres facteurs. Il faut que ça soit en interaction avec d'autres facteurs de votre vie, d'autres maladies mentales, etc. Aussi, notre jeune sociologue disait: pourquoi vous considérez suicider comme une victime et ne pas tenir compte de son libre arbitre? C'est intéressant, on le prend toujours comme quelqu'un qui est au bout de ses ressources et tout ça. Et puis, donc on finit par considérer parfois les suicidés comme des faibleurs, mais ce n'est pas tout à fait la vérité. Il y a des gens qui se suicident et qui ont eu beaucoup de résilience dans leur vie. On va voir quelques cas dans ce qui suit. Donc, ça, j'ai pas mal passé à travers tout ça. Très peu de temps pour rédiger la nouvelle. Une compétition féroce. Maintenant, la nouvelle, elle passe dans l'heure qui suit, les médias électroniques. La presse écrite a l'avantage sur la télévision parce qu'ils vont directement sur Internet. Ben, la presse, la télévision aussi peut le faire, mais les gens sont plus, je pense, branchés au lien avec la presse écrite. Très peu d'informations, évidemment, font surface la première journée. Oui, une autre question, ça c'est débattu. Dans les consignes, par exemple, pour ça qu'il faut réfléchir, bon, le côté spectaculaire, il ne faut pas qu'il y ait le côté spectaculaire, ça va amener les gens à suicider davantage. Les journalistes ne sont pas trop... Comme là, ici, on a un journaliste, c'est dans le cas de Guy Turcotte, c'est pas un suicide directement. Quand il a témoigné, le journaliste dit quand Guy Turcotte a témoigné, il a raconté comment il a tué ses enfants, il y avait beaucoup de détails, la plupart des journalistes les ont donnés. C'était important pour la cause, c'était l'enjeu, c'était tellement effrayant qu'il avait fait ce qu'il avait fait à ses enfants que ça expliquait sa folie. Est-ce qu'il faut cacher les détails? Moi, comme journaliste, je ne peux pas les cacher, mais j'ai reçu 50 courriels de gens qui étaient horrifiés. Bon, je vous donne ça pour réfléchir, c'est intéressant. Donc, ça horrifie les gens. Mais en même temps, on s'aperçoit que si il y a trop de détails, on peut s'identifier à la personne. Si on met par exemple la photo de la personne en train de tomber dans un édifice, ça peut porter les gens à faire la même chose. Par contre, parfois, s'il y a des détails trop horrifiants, ça va... je pense que c'est une étude que Louise Pouliot, qui était aux crises il n'y a pas longtemps, avait fait en interrogeant des gens sur des histoires de suicide, des détails horribles. Et les gens, même les gens qui souffraient de problèmes psychiatriques disaient non, ça nous repoussait. On trouvait ça tellement épouvantable qu'on n'avait plus le goût de se suicider. Alors, il y a des fois un effet inverse à ce qu'on pense. C'est que le spectaculaire peut repousser comme il peut attirer les gens à faire ça. Donc, au niveau, je pense... de la littérature, ça dépend des circonstances, ça dépend aussi comment c'est fait. Puis là, je vais m'approcher de la conclusion avec le cas du général Roméo Dallaire. Voilà quelqu'un qui est quand même relativement résilient, jusqu'à temps qu'il tombe dans sa dépression. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas résilient, mais il était exposé à des circonstances tellement horribles qu'il n'y aurait pas grand monde qui n'aurait pas pensé au suicide dans ces circonstances-là. Hein? Et on a vu avec quelles... Donc, ça, c'est des histoires aussi qui peuvent... on peut dire aux journalistes, regardez, il y a des histoires, et on a couvert... l'histoire de général Dallaire, parce que c'est lui qui est allé au-devant, mais ça donne une autre vision du suicide. Ça montre aux gens qu'on peut être dans des circonstances extrêmes, être fortement déprimé, avoir commencé à s'alcooliser, mais on peut s'en sortir.
Et on peut à ce moment-là instruire les gens sur les facteurs qui ont le plus aidé. Et je pense qu'avec des témoignages personnels comme ceux-là, de gens qui se sont remontés du trou et qui disent ben, c'est pas fini, je combats encore à tous les jours, mais ils le voient prendre action, faire des campagnes pour les enfants soldats, tout ça, donc s'impliquer dans des causes humanitaires. Et ça redonne espoir aux gens de dire ben, le suicide, c'est pas la fin de la. En fait, c'est la fin de la vie, mais une tentative de suicide grave, ça peut. On peut reprendre vie, on peut se remettre sur nos pieds. Et je pense que c'est des exemples que les journalistes peuvent prendre, qui sont intéressants, que les gens vont acheter ça. Ils vont lire ça avec une certaine avidité, parce qu'ils peuvent s'identifier à tout ça, et ça peut être très payant pour la prévention du suicide. Il y a d'autres choses aussi, faire témoigner les survivants de tentatives létales. Quand j'étais à Montevideo, j'ai été faire une petite présentation à Maldonado, une petite ville près de la ville balnéaire de Punta del Este. Et puis, en accompagnement à ma conférence, on a fait venir un jeune homme je pense qu'il avait à peu près 16-17 ans. Il était aveugle, il s'était tiré une balle. La balle avait passé, dans 1% des cas, les gens survivent, mais ça avait affecté son centre de la vision et il était devenu complètement aveugle. Alors, il était devant moi avec sa canne blanche. Il fallait que je me tasse un peu pour éviter ces mouvements de sa canne. Et il nous expliquait comme ça comment il était ressorti avec le goût de vivre de cette aventure-là. Ça n'expliquait pas pourquoi il avait fait ce passage-là, mais juste le fait de ce témoignage-là, enfin des choses comme ça rendues publiques peuvent aussi donner une autre image aux gens sur la pré-tentative de suicide et leur faire donner espoir que les gens qui ont vécu ça dans leur famille peuvent remonter la côte, même si la tentative de suicide, statistiquement, c'est le plus grand facteur de risque pour éventuellement mourir du suicide. Alors voilà, donc c'est des choses qui peuvent être faites en marge des grands événements de suicide pour changer la culture sur la compréhension du suicide dans la population générale. Alors les gens, s'ils sont mis en présence de telles histoires, ils vont réagir autrement lorsqu'ils vont voir un récit de suicide, parce qu'ils vont avoir d'autres faits pour amortir le choc de la nouvelle qui va de toute façon faire un choc. C'est une nouvelle dramatique et ça, on ne peut pas enlever le côté dramatique à la nouvelle. Voilà.